il n'est pas évident de définir le cinéma indépendant dans son ensemble, alors on va devoir s'accorder sur quelques points. Les caractéristiques du cinéma indépendant sont nombreuses. On pourrait parler de projets plus personnels, liés au désir des auteurs, ou d'un cinéma au budget limité, car autoproduit, ou simplement d'un cinéma qui évoluerait en dehors de la distribution mainstream. Mais il n'y a aucune de ces règles dont on ne puisse faire exception. C'est ce que montre l'exemple de Cloud Atlas des Wachowski. Sorti en 2012 et pouvant être considéré comme un film indépendant, le film a tout de même coûté 100 millions de dollars, soit le budget d'un blockbuster. On pourrait également citer l'exemple de Paranormal Activity premier du nom. Le film est sorti en 2009 et il a pu amasser 14 000 fois son budget initial, notamment parce qu'il a été distribué entre autres par la Paramount. Mais derrière ces exemples un peu particuliers, il y a bien sûr une foultitude de petits films qui restent largement confidentiels. Heureusement, il existe des acteurs pour les mettre en lumière. C'est ce que propose le festival de Sundance. Fondé en 1978 à l'initiative de Robert Redford, le festival s'organise chaque année à Park City et Salt Lake City dans l'Utah, un état d'habitude plus célèbre pour les Mormons, Christopher Walken, ou encore l'interdiction d'avoir du sexe à l'arrière d'une ambulance si celle-ci répond à un appel d'urgence. Initialement dédié au cinéma dans son ensemble, le festival devient au cours des années 80 un rendez-vous incontournable du cinéma indépendant international, et il prime de nombreux films, dont voici une petite liste d'exemples non exhaustive. Et quoi de mieux que de parler de cinéma indépendant et de Sundance pour introduire le film qui va nous intéresser aujourd'hui et qui a été sélectionné en 2011. Sorti officiellement en 2012, Bellflower nous narre l'histoire de Woodrow et de Hayden, deux amis un peu paumés vivant en banlieue californienne et passant leur temps à boire des coups, classique, fumer de la weed, classique, et construire une muscle car et un lance-flamme en prévision d'une apocalypse qu'ils croient pour bientôt. Un lundi comme un autre. L'histoire commence sur Woodrow et Hayden en train de tirer au fusil à pompe sur une bonbonne de gaz, une occupation somme toute typiquement américaine. Un soir où les deux compères décident d'aller se mettre une cuite dans le bar du coin, ils font la connaissance de Millie, dont Woodrow tombe directement sous le charme, surtout après un concours de dégustation de cricket ayant l'air ma foi fort délicieux. Après que Millie ait fait remarquer à Woodrow que ses chaussures faisaient un petit peu étudiant en art plastique, et que les deux se soient dragouillés gentiment, ils décident de se revoir une prochaine fois. Cette scène-là permet aussi de faire la connaissance de Courtney, la meilleure amie de Millie, qui est certes moins extravagante que son amie, mais a tout de même le mérite de ne pas avoir de bout de criquet coincé entre les dents, et ça, c'est quand même quelque chose de bien à saluer. S'ensuit un déroulement logique de situations amoureuses. Road trip dans la pampa, conduite qui, malgré le fait que tout ça se passe dans un autre pays, est à des années-lumière de ce que j'ai pu apprendre dans le code de la route. Does it look weird? It's whiskey. No. Oh my god. Insouciance juvénile, soir arrosé et... En somme, la première partie du film nous montre une situation où rien ne pourrait arriver de mal pour les deux tourtereaux. Et moi j'aime bien quand les choses se passent bien. Surtout que leurs deux meilleurs amis, Hayden et Courtney, commencent eux aussi à se rapprocher. C'est vraiment bien quand tout se passe bien. Après une ellipse indéfinie, nous retrouvons Woodrow et Millie dans une scène de vie quotidienne où plane une certaine tension. Après un au revoir mi-figue mi-raisin, Woodrow décide de revenir chez lui et de découvrir avec joie que Millie le trompe avec Mike, un personnage qui nous est dépeint depuis le début du film comme un odieux connard antipathique. Et en accord avec la loi de Murphy, Woodrow est victime d'un accident de moto et se retrouve plusieurs jours dans le coma. La bonne ambiance quoi. Suite à tout cela, on voit Hayden continuer à vivre et surtout à avancer sur leur projet de base, c'est-à-dire la construction de la muscle car et du lance-flamme en attendant de pouvoir récupérer Woodrow à sa sortie de l'hôpital. Une sortie accompagnée d'une nouvelle voiture et d'une séance de zigou dans le pilou avec Courtney. Rien que ça. Will you give me a hug? Oh. Oh.
Courtney s'étant tapé les deux gars, elle se rapproche donc logiquement d'eux, s'éloignant par là même de Millie. Rapprochement qui nous montrera que Courtney se bat toujours avec un flingue, et surtout qui nous permettra de voir que Woodrow vit quand même bien sa rupture. Woodrow, okay, that's it. Non, vraiment, il se remet bien le petit gars. My fucking heart's broken. I'm so fucking pissed. I don't even know who to fucking blame. Mais on s'en branle parce que leur muscle car, la médusa et le lance-flamme sont enfin finis, joie! Le meilleur moment pour Mike de venir récupérer les affaires de Millie chez Woodrow. Non? Non? I'm gonna let you go. If you come back here, I swear to God, I'll fucking kill you. Là, on sera en droit de se dire que j'allais vous raconter la fin du film. Mais j'aimerais revenir sur quelques points particuliers avant, et y revenir plus tard dans la vidéo. Parce qu'à mon sens, connaître cette fin d'avance gâcherait grandement le plaisir de visionnage. Savez-vous combien coûte un film à produire? Cher, oui, on peut s'accorder là-dessus. Mais maintenant, si jamais je vous demandais de me donner une fourchette de prix pour Bellflower, vous me donneriez combien? 100 000? 150 000 $? Ce serait pas fou, sachant qu'un film comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, avec ses effets visuels révolutionnaires, a lui coûté 13 millions d'euros. Eh bien non, Bellflower ne coûte pas ça. Il coûte 17 000 $. Et ce qui devient assez fou, c'est quand on sait que tout l'argent récolté pour ce film ne vient de la poche que d'une seule personne, celle du réalisateur Evan Glodell, qui, comme tout le monde le sait, est un illustre inconnu. En effet, Glodell, c'est le genre de type qui va trimer à fond pour faire son film, qui va aller jusqu'à vivre chez des potes pendant des mois pour économiser le moindre centime et en allouer un maximum à la production de son film. En gros, Bellflower, c'est son bébé. À partir de là, on peut commencer à comprendre des points majeurs du film. L'apocalypse qui nous est présenté ici est une apocalypse personnelle, bien loin des représentations qu'il peut y avoir dans les sagas Mad Max, Fallout, etc. Là, le film traite de la dévastation mentale de Woodrow. Fou amoureux, puis trahi, le monde qu'il s'était construit s'effondre autour de lui. Ce n'est pas la fin du monde que le film nous montre, mais la fin d'un monde, celui de Woodrow. Quelque chose qui marque avec Bellflower, et je pense que vous l'avez remarqué depuis le début de la chronique, c'est son ambiance visuelle très particulière. Que ce soit le focus de la caméra, donnant un flou constant, même quand la mise au point est effectuée, ou bien la colorimétrie, baignant le film dans une image jaunâtre, le film a une gueule, c'est indéniable. Pour le côté technique, Glodell a utilisé des caméras Silicon Imaging SI2K, à laquelle il a bidouillé des objectifs 16 et 35 mm, dont il a modifié le mécanisme de mise au point pour permettre le flou constant dont on a parlé juste avant. De plus, par souci d'authenticité, mais également par manque de budget, toutes les cascades du film sont réalisées sans trucage, en décor réel, mais sans permis légaux. Ces moments de bravoure, absents du début du film, se trouvent presque exclusivement dans son troisième acte. Dans le même ordre d'idées, la bande originale du film est signée Jonathan Kiville, livrant une bande-son très adaptée aux situations. You're blind and you're deaf too, aren't you? You're blind and you're deaf too, aren't you? Ce qui est assez logique en fait quand on sait que la plupart des morceaux sélectionnés par Glodell pour son film ont été écrits avant la production de celui-ci, et surtout dans une période où Jonathan Kiville vivait une rupture douloureuse. La boucle est bouclée. De plus, le film fait très souvent référence à la saga Mad Max, et notamment à son personnage de Lord Humongous, présent dans le second volet. Ce sont ces films qui ont persuadé les personnages que l'apocalypse était proche. Il est intéressant de noter que c'est par cette vision viriliste que Woodrow sortira plus ou moins de son malaise en fin de film. Il est maintenant temps de revenir à la troisième partie du film, et notamment à ce plan. C'est pourquoi, si vous ne voulez pas vous gâcher le plaisir de la découverte, je vous conseille de mettre cette vidéo en pause, d'aller voir Bellflower, et de revenir ici juste après. Cet acte est pour le moins troublant, avec un montage chaotique, de plus en plus de flashbacks, une montée crescendo dans la violence, pour un aboutissement sanglant. Tout commence quand Woodrow décide d'aller faire cramer au lance-flamme les affaires de Millie devant chez elle. S'ensuivent des représailles de Mike, se faisant lui-même défoncer la gueule à coups de batte de baseball par Hayden. Woodrow est désormais seul. Un cran de plus est franchi dans la violence, quand Millie persuade un tatoueur de défigurer le visage de Woodrow dans une scène un poil anxiogène. Là, c'est le point de non-retour. Woodrow conduit vite, il y a des ralentis classe, Courtney se suicide, et les couteaux sont plantés dans des endroits qui devraient au grand jamais recevoir ce genre d'ustensile. Et on se fait des bisous et des câlins juste après comme si rien ne s'était passé. Mais en fait, plot twist, tout ça n'était que dans la tête de Woodrow, comme le montre ce retour au plan de la boîte d'il y a une demi-heure. Attends, quoi? Sérieux?
C'est si simple que ça? Bon, ensuite, c'est vrai que j'ai joué 4 fois pendant la scène précédente et t'es dans le texte. Bon, plus sérieusement, je vais vous apporter mon interprétation personnelle de cette montée en violence soudaine et excessive. À ce moment-là de l'intrigue, Woodrow est détruit, psychologiquement comme physiquement. Et du coup, il se réfugie dans une réalité alternative dans laquelle tout le monde souffrirait autant qu'il souffre. D'où le suicide de Courtney, si soudain, sans raison précise, ou bien le retour de Millie auprès de Woodrow, malgré une lacération génitale au couteau de qualité prestige. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Cette interprétation du troisième acte permettrait de comprendre pourquoi leur histoire dans la première partie du film semble si idéale. Le film nous montre donc, au lieu d'une simple histoire d'amour, la perception que Woodrow en a, fantasmant une relation amoureuse qui n'a jamais réellement eu lieu ainsi, faisant arriver chaque péripétie comme autant de tragiques coups du sort. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ce film. Son côté autobiographique, sa dimension de critique générationnelle, ses plans somptueux bien qu'un peu hasardeux, mais en parler pendant des plombes et de manière trop analytique gâcherait à mon sens l'appréciation du film qui reste avant tout sensorielle. La réception du public et celle des critiques ont été en général assez bonnes, du fait que chacun puisse en faire sa propre interprétation et également apprécier divers aspects esthétiques et narratifs du film. Le public américain a, par exemple, davantage salué la pyrotechnie et l'utilisation de la muscle car, plutôt que le côté sentimental et intime du film. En somme, Bellflower représente l'archétype du bon film indépendant, avec son budget réduit, sa diffusion limitée, son propos intime, mais néanmoins un fort potentiel de film culte. Waiting for the sun.